Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Voici les titres. Journée électorale au Togo. Près de 3 millions de Togolais étaient aux urnes pour ce premier tour des présidentielles. 7 candidats sont en lice pour ce scrutin. On en parle dans ce journal. Et puis au Soudan du Sud, le dirigeant rebelle Riek Machar investit ce samedi à Djouba, premier vice-président, conformément à un accord de paix conclu en 2018. Relançant les espoirs de paix dans ce jeune pays ravagé par la guerre depuis 6 ans. Plus de détails dans un instant. Enfin, le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, a 30 ans d'existence et pour l'occasion, elle a tenu ce samedi un panel sous forme de bilan. Nous y reviendrons en cours d'édition. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. On débute ce journal avec cette information. Le ministère nigérien de la Défense a annoncé hier dans un communiqué que 120 terroristes avaient été neutralisés dans le sud-ouest du Niger grâce à la coopération avec les forces françaises de l'opération Barkhane. L'opération a eu lieu dans le nord de la région de Tillabéri, située dans le sud-ouest du Niger et frontalière du Mali. Le bilan fait état de 120 terroristes neutralisés, dont 23 dans le triangle d'Inates, de Tongo, de Tiloa, 10 motos et divers équipements servant à la réalisation d'engins explosifs improvisés et à l'observation ont également été saisis et détruits. Les Togolais étaient aux urnes ce matin pour choisir leur prochain président. De Lomé à Kara en passant par Sokodé à Takpamé, ils étaient nombreux à prendre part au vote. On dénombre environ 3,6 millions d'électeurs dans les 9 383 bureaux de vote du pays. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour du scrutin, dont les principaux favoris sont le président sortant Faure Esozimna Gnassingbé, l'opposant historique Jean-Pierre Fabre et l'ex-premier ministre Gabriel Messa Gbeyome Kodjo. Le leader de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, a accompli son devoir civique tôt ce matin au lycée Kodjo Viakopé, situé juste à côté de son domicile. L'opposant historique au régime s'est dit confiant car il avait beaucoup travaillé durant cette campagne, mais il ne suffit pas seulement de travailler pour remporter les élections, a-t-il aussi ajouté. Concernant les autres candidats, Agbeyome Kodjo a voté à Tokoin en fin de matinée. De son côté, le président sortant Faure Gnassingbé s'est lui rendu dans la ville de Kara pour voter en début d'après-midi. Quels sont les enjeux d'un tel scrutin? On voit cela avec Ahmed Nanema. Ils sont 7 candidats, tous sont allés à la rencontre des Togolais pour présenter leur programme et leurs ambitions pour ce pays. Togo Fort, c'est le projet de Faure Gnassingbé qui rebelote pour la 4e fois pour un nouveau bail à la présidence. Il a défendu son bilan, notamment la réalisation d'infrastructures, les progrès économiques, la stabilité du pays et s'est présenté comme un rempart contre le terrorisme qui frappe aux portes du pays. Il promet la mise en place d'un Sénat et des initiatives vigoureuses pour booster le développement industriel. Avec des moyens modestes et une subvention publique qui arrive dans les derniers jours de la campagne, les 6 autres candidats tentent de déjouer cette victoire annoncée du président Faure. Parmi ces challengers de poids figure l'opposant historique Jean-Pierre Fabre. Il prône le changement. Il n'hésite pas à prendre ses distances avec son mentor Gilles Chris Olympio quand celui-ci décide de se rapprocher du pouvoir. Chef de file de l'opposition jusqu'en 2013 et 2018, l'universitaire et spécialiste livre sa 3e bataille pour la conquête du fauteuil présidentiel. Mais il promet une augmentation du budget alloué au secteur agricole, la réduction du train de vie de l'État et la construction d'un véritable État. L'autre grand challenger de Faure est sans doute Agbeyome Kodjo, un ancien fidèle de Gnassingbé et Yadema, dont il fut son premier ministre entre 2000 et 2002 et président de l'Assemblée nationale à partir de 2008 avant de tomber en disgrâce. Dans sa campagne, il bénéficie d'un soutien de taille. Le très influent archevêque émérite de Lomé qui s'est investi personnellement
pour réunir l'opposition autour d'une candidature pour donner une chance à l'alternance dans ce pays dirigé par le Gnassingbé depuis 53 ans. Il propose une révalorisation du SMIC, l'institution d'une assurance maladie universelle et promet une gouvernance vertueuse. Face à une opposition divisée, Faure cultive une image de favori qui parie pour une victoire dès le premier tour. Pour la première fois, un deuxième tour est en effet prévu si aucun candidat ne réunit plus de 50% des suffrages exprimés. L'opposition compte sur cette situation pour créer une dynamique de rassemblement qui permettra de réaliser l'alternance au Togo. Au Soudan du Sud, l'ex-chef rebelle Riek Machar a été investi premier vice-président ce samedi même à Djouba, la capitale. Il a été ainsi rétabli officiellement dans ses anciennes fonctions de vice-président. Cette cérémonie constitue le moment fort de l'accord de paix entre les deux dirigeants, censé mettre fin à 6 ans de guerre civile. C'est la troisième fois que Riek Machar devient le numéro 2 de son rival Salva Kiir. Il était devenu vice-président en 2011 et en 2015 et avait été à chaque fois démis de ses fonctions quelques mois plus tard. Salva Kiir et Riek Machar se sont ainsi mis d'accord pour former un gouvernement d'union nationale. C'est également le résultat d'un accord de paix signé par les deux hommes forts du pays en septembre 2018. Après des mois de délai et plusieurs dates butoirs non respectées, Riek Machar a finalement été nommé vendredi soir premier vice-président par un décret présidentiel. Tous espèrent que le nouveau gouvernement d'union nationale mette fin à 6 années de guerre sanglante avec plus de 380 000 morts occasionnant viols, tortures et déplacements de population. 3 autres personnes ont également été nommées au poste de vice-président, dont la veuve de John Garang, leader rebelle pour l'indépendance du pays. La tournée du mouvement pour le plaidoyer du retour de la paix et de la cohésion sociale se poursuit. Safiatou Lopez et ses camarades étaient hier dans les locaux de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Même objectif, présenter sa structure aux contrôleurs d'État et solliciter du même coup son adhésion à leur cause, celle de promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Retour sur cette audience avec Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Le mouvement qui travaille à la réconciliation et à l'unité nationale au regard de la situation sécuritaire difficile veut l'apport de l'ASCL-LCE dans sa mission. Elle qui a pour attribution générale la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Et son premier responsable est le professeur Luc Marius Ibriga. Pour la présidence du MPCRN, au regard du modèle de l'homme et de la mission qu'il abat au sein de cette institution, il était important de le solliciter. Le professeur Ibriga pour nous est un exemple. Et même s'il n'était pas à l'ASCE, on serait allé le chercher, où qu'il soit, pour qu'il apporte sa contribution. Parce que nous avons vu ce qu'il a apporté dans le passé. Et nous savons aussi qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il a un poste qui n'est pas facile, mais qui ne lui permet pas aussi de faire ce qu'il faisait avant. Mais je sais qu'il fait ce qu'il peut. Et donc nous sommes venus le voir pour déjà avoir ses bénédictions, lui présenter le mouvement et demander sa contribution pour que nous puissions arriver à une réconciliation sincère des fils et filles de ce pays. Et nous savons qu'il peut aussi le faire. Une démarche saluée à sa juste valeur par l'actuel contrôleur général de l'État. Pour lui, et comme l'indique la Constitution, toute initiative visant à consolider les acquis de la paix dans le pays, il apporte sa contribution. J'ai dit à la présidente et aux membres du mouvement que j'étais disponible pour apporter ma contribution parce que aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le Burkina suppose une mobilisation sociale et une mobilisation patriotique. Et pour cela, la question même de l'existence du Burkina Faso est posée. Et donc, comme le dit la Constitution, nous devons tous nous lever pour sauver le Burkina Faso. La question des différences d'opinion viendra ensuite. Mais tant qu'il n'y a pas un Burkina Faso, il n'y a pas une possibilité d'essayer de conquérir le pouvoir d'État pour gouverner un territoire qui n'existe pas. Toute satisfaite de cet échange, Safiatou Lopez et le professeur Ibriga se sont témoignés un soutien total pour parvenir véritablement à cette paix
tant recherché par les Burkinabés. Le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, fête ses 30 années d'existence, l'occasion pour les membres du mouvement de faire une halte pour le bilan des 3 dernières décennies, mais aussi d'envisager l'avenir, quand on sait que les défis n'en manquent pas au vu du contexte sécuritaire que connaît le pays. Benjamin Kwame, Achille Ouedraogo pour les détails. 30 années d'existence, ça se célèbre. Créé le 19 février 1989, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a eu 31 ans d'existence ce 19 février 2020. Pour marquer d'une pierre blanche cette commémoration, un panel est organisé par le MBDHP. Rencontre au cours duquel cette organisation, chef de file de la société civile des organisations démocratiques au Burkina Faso, a rappelé le bien fondé et les combats des droits de l'homme menés pour une société véritablement démocratique. Le MBDHP indique avoir démystifié la notion du droit de l'homme en la mettant à la portée au service d'un grand nombre. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après, c'est ce même sentiment et cette même conviction qui anime les militants et responsables du MBDHP. Plus de 30 ans après, nous continuons d'inscrire notre combat au registre des préoccupations actuelles des composantes des forces démocratiques de notre pays, du continent et du monde. Après 30 ans, Chrysogoone Zougoumaré et ses camarades précisent aussi les actions de veille et d'alerte qui ont contribué à soulager des milliers de personnes dans des lieux de détention préventive et bien d'autres. Nonobstant ces acquis, le MBDHP a aussi des faiblesses qu'il se doit de corriger de l'avis d'un observateur du mouvement. Aujourd'hui, le MBDHP est une grande organisation et donc doit fédérer. Et pour fédérer, cela veut dire qu'il doit avoir comme boussole les principes de la démocratie. La démocratie, c'est l'acceptation de la différence. Le mouvement, pour ma part, devrait être plus flexible pour jouer un rôle d'intermédiation dans ses relations aussi avec les organisations de la société civile. Je pense que le mouvement burkinabé pourrait être un catalyseur. Or, la tendance du mouvement est à, comme j'ai dit, il y a des mélanges de genres, à savoir que parfois on se demande si c'est un syndicat ou c'est un mouvement de défense des droits de l'homme. Même s'il existe des principes universels et africains, dans sa perspective, le MBDHP devrait réfléchir sérieusement sur les droits de l'homme burkinabé, surtout dans le contexte d'insécurité que traverse le pays. On doit réfléchir aujourd'hui dans le domaine, dans le contexte de l'insécurité, comment on met en œuvre les droits de l'homme. Vous voyez bien que quand il y a eu un certain nombre d'attaques et autres, que le mouvement est intervenu, bon, dans l'opinion, beaucoup de gens ont dit que non, ils défendent les terroristes et autres. Donc, il y a la réflexion anticipatrice. Cette célébration était également une occasion pour le MBDHP de rendre un hommage à tous les pionniers qui se sont battus pour la création du mouvement et qui ne sont plus aujourd'hui. 1,9 million de personnes seraient en manque d'eau au Burkina Faso. Le constat est fait par l'ONG Oxfam dans un rapport publié jeudi dernier. Et pour cause, le nombre de déplacés qui s'est accru dans le pays depuis l'année dernière, atteignant près de 700 000 personnes. Les Burkinabés fuyant les violences se concentrent dans certaines zones du pays, provoquant des difficultés d'accès à l'eau. La concentration de population sur certaines zones du pays, le manque d'hygiène induit par la difficulté d'accès à l'eau et les problèmes d'assainissement augmentent le risque de déclenchement d'une épidémie, signale l'ONG. Ce risque est désormais très important selon elle. Oxfam souligne déjà la hausse du nombre de maladies diarrhéiques observées dans le pays. Les conséquences d'une épidémie seraient désastreuses dans ces zones où vivent amassées des milliers de personnes vulnérables et où les services de santé sont débordés et souvent trop chers pour ceux qui ont tout perdu dans leur fuite, écrit l'ONG dans son rapport. Un constat bien alarmant, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Agriculture périurbaine, potentialité et opportunités du sous-secteur du maraîchage. C'est sous ce thème que se tient la première édition des journées promotionnelles des produits maraîchers de la région du centre. Ces journées promotionnelles se veulent être un cas de valorisation des produits locaux. Le top départ a eu lieu ce matin même à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Judith Chimadi, Bachirou Sawadogo nous font le point.
vue d'eux, l'on se croirait à Nabiyar, Dissia ou tout autre marché de la capitale burkinabé. Mais nous sommes à la maison du peuple de Ouagadougou. En ce samedi, les produits maraîchers sous toutes leurs formes y sont exposés. C'est la première édition des journées promotionnelles des produits maraîchers de la région du centre, les JPPM. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir soutenir la coopérative maraîchère Nabonswende, qui se trouve être au niveau de l'arrondissement 9 à Cambouin-Saint où je réside. Et après de multiples accompagnements ensemble, ils m'ont exposé des doléances dont j'ai estimé que ces doléances dépassent moi mes propres capacités. Alors ensemble nous nous sommes dit, est-ce que si nous mettons en place un cadre qui pourra réunir tous les acteurs du domaine et aussi exposer auprès des autorités les difficultés dont nous avons, est-ce qu'à travers ce cadre, à travers ces journées-là, nous n'allons pas peut-être trouver des solutions à nos problèmes? Ces JPPM ambitionnent de créer un cadre propice à la valorisation des produits maraîchers du centre du pays et réunir tous les acteurs du secteur autour de ce même rêve. L'objectif que nous visons, c'est d'abord créer un cadre qui puisse regrouper les producteurs, les transformateurs, les simples clients qui sont les commerçants, les institutions financières, tous les acteurs qui interviennent dans le domaine, parce que c'est vrai, les coopératives sont organisées avec les structures du ministère, mais ça reste au niveau entre eux. Il fallait qu'on ait un cadre élargi où on a tout ce monde qui puisse venir ensemble échanger. Au-delà de cet objectif, il y a d'autres objectifs spécifiques dont la visibilité qui peut être donnée à ce sous-secteur de l'agriculture. Il y a aussi que l'objectif de pouvoir commercialiser, de pouvoir vendre, de pouvoir également échanger des contacts, d'avoir des échanges de bonnes pratiques dans le domaine. Donc nous nous sommes dit, est-ce que si on met ensemble une journée promotionnelle, cela ne va pas résoudre en même temps tous ces problèmes? Aujourd'hui, les marchiculteurs de la région du centre approvisionnent les marchés de Ouagadougou et leurs périphériques. Mais jusque-là, la valorisation de ces produits n'est pas sans difficulté et ils ont besoin des actions concrètes du gouvernement burkinabé, accompagnement que les autorités promettent. Et nous avons entendu des recommandations et nous pensons que quand souvent des coopératives arrivent à réfléchir à tel point, et il appartient quand même aux acteurs qui sont au premier rang, et notamment l'honorable Nemnaba, de pouvoir faire de telle sorte à ce que l'Assemblée puisse avoir une matière première pour voir comment protéger ces maraîchiculteurs, d'où vous le savez très bien que le marché du Burkina Faso, Ouagadougou particulièrement, est inondé de produits de conserve qui généralement ne sont pas bio. Et pourtant, nos acteurs arrivent à nous fournir des produits frais et bio au niveau de l'ensemble des marchés de la ville de Ouagadougou. Pour les initiateurs de cette première édition des journées promotionnelles des produits maraîchers de la région du centre, une chose reste certaine, la terre ne mange jamais. Et le développement socio-économique du pays passe surtout par l'agriculture. Il est alors de bonne guerre de magnifier ceux qui travaillent d'arrache-pied à promouvoir ce secteur. Sur cette même lancée, le dimanche 23 février aura lieu la grande cérémonie de distinction des acteurs qui se sont démarqués des autres. On se souvient encore de ce jeune Ivoirien de 14 ans qui avait perdu la vie dans le train d'atterrissage d'un Boeing d'Air France en provenance d'Abidjan le 8 janvier dernier. Laurent Barthélémy Annie Guibaï, puisque c'est de lui qu'il s'agit, à retrouver sa mère patrie. Sa dépouille a été rapatriée hier soir à Abidjan en présence de sa famille et du ministre des Transports ivoirien. Voilà des images tristes et émouvantes.
Voilà des images tristes et émouvantes, comme quoi nul besoin de s'appeler Bouddha, de tenir la posture du cobra chaque mardi soir pour prendre conscience que rien n'est sûr sinon la mort. C'est sur cette citation d'Alexandre Jolien que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un autre bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.